Salut à tous, ici Gwen. Je continue aujourd'hui mon périple pour trouver la meilleure alternative existante à Windows et à Mac, et dans cette course, il y a deux systèmes qu'on peut difficilement éviter d'aborder. Le premier, c'est Linux Mint, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et le second, c'est le doyen du Linux pour le grand public, du moins c'était le cas à la base, Ubuntu. Si vous suivez ma chaîne, Ubuntu vous connaissez déjà. C'est un système d'exploitation né en 2004 de la volonté du milliardaire sud-africain Mark Shuttleworth de créer une alternative viable et libre à Windows et à Mac pour le grand public. Il crée pour cela une entreprise, Canonical, ainsi qu'une fondation, la fondation Ubuntu, et met sur pied un système d'exploitation opérationnel qui, déjà à l'époque, se voulait très simple d'utilisation pour le grand public. Des CD d'installation d'Ubuntu sont vendus, à l'époque où c'était comme ça qu'on installait un système sur une machine, et au début, ça prend bien. Des millions de personnes installent Ubuntu sur leurs ordinateurs et le système commence à devenir très populaire sur les serveurs également, comme ceux de Wikipédia. Toutefois, derrière, Canonical peine non seulement à rattraper Microsoft, qui dispose déjà à l'époque d'une avance considérable et d'un monopole partagé avec Apple sur les ordinateurs personnels, mais surtout à se trouver un modèle économique viable. Dans les années 2010, l'entreprise tente de concurrencer Android et les iPhones en lançant Ubuntu Touch, une déclinaison d'Ubuntu pour smartphones et tablettes, et passe des contrats avec des constructeurs, mais là aussi, et malgré le fait qu'Ubuntu Touch est pas mal en avance sur son temps niveau ergonomie, le retard à rattraper et la différence de force de frappe avec les deux géants de la tech empêchent Canonical de se tailler la part du lion. Probablement pressée par ses investisseurs, l'entreprise finit par faire un virage radical en 2018. Elle abandonne une grande partie de ses projets, dont Ubuntu Touch, et décide d'aller chercher l'argent là où on sait déjà qu'il se trouve. Dans l'assistance aux entreprises, les serveurs, la connectique, bref, le domaine dans lequel les distributions Linux se sont implantées de longue date. Depuis, Ubuntu a un peu laissé tomber l'idée d'apporter Linux au grand public, et en témoigne leur site internet, elle s'adresse bien davantage aux professionnels. Et ça, pour beaucoup de gens qui croyaient en la possibilité pour Linux de toucher le grand public, ça a été vu comme une trahison. Du coup, autant il y a quelques années, quand quelqu'un demandait quelle était la distribution Linux à recommander au grand public, la réponse numéro 1, loin devant toutes les autres, aurait été Ubuntu. Aujourd'hui, c'est plutôt Linux Mint et dans une moindre mesure Zorin OS qui est plébiscité. Mais il est à noter que Linux Mint comme Zorin OS sont elles-mêmes basées sur Ubuntu, et qu'Ubuntu demeure l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse communauté autour d'un système alternatif à Windows et à Mac. Par ailleurs, Ubuntu c'est le système d'exploitation pour lequel j'ai quitté Windows. J'hésitais à l'époque entre ça et Mint, mais l'interface de Mint m'attirait moins, raison pour laquelle j'ai choisi Ubuntu. Et à l'époque, j'avais adoré. J'avais trouvé le système fluide, super efficace, ergonomique, bref, ça avait été un coup de cœur et je n'ai à aucun moment regretté la transition. Bon, depuis le temps, j'ai switché sur d'autres systèmes, j'ai notamment vécu une idylle de presque 2 ans avec Fedora, que j'ai récemment quitté pour Solus, et pour cette vidéo, j'ai voulu faire un petit retour aux sources en allant voir ce que vaut toujours Ubuntu pour le grand public, et si on peut toujours la recommander les yeux fermés à des gens qui voudraient partir de Windows et de Mac, mais qui ne sauraient pas trop vers quoi se diriger. Le périple dans Ubuntu commence par une installation relativement simple, et on arrive sur un bureau très moderne et épuré. On est accueilli par un écran de bienvenue très bien fait qui nous explique les bases, permet de configurer des comptes en ligne et vous demande si vous souhaitez ou non envoyer des informations système à Canonical. Bon, certains ont tendance à trouver que c'est nul de collecter des données de télémétrie, moi pour le coup je suis assez tolérante vis-à-vis de ça, mais j'avoue que par principe j'ai tendance à dire non, et on reparlera du rapport de Canonical à vos données plus tard. Toujours est-il qu'il s'agit d'un bon point pour un système grand public, notamment par rapport à Mint qui possède aussi un outil de bienvenue mais plus abscon avec plein de trucs à lire, alors qu'Ubuntu se contente d'aller à l'essentiel, ce que je trouve préférable personnellement. Une fois l'utilitaire de bienvenue fermé, vous pouvez donc découvrir votre bureau. On a une barre supérieure avec les informations système et les éventuelles icônes d'application à droite, la date et l'heure au milieu, et le terme activité sur le côté qui permet d'accéder au menu des bureaux virtuels. Et surtout, sur le côté, on a un dock, avec en haut les applications favorites que l'on peut définir soi-même, et en bas les stockages externes et la corbeille.
Par ailleurs, si vous ouvrez une application que vous n'avez pas ajoutée à vos favoris, elle s'ouvrira dans la partie basse du dock, créant une séparation claire avec vos favoris. Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des icônes de bureau si vous le souhaitez. Bon, vous l'aurez deviné, Ubuntu se repose à 90% sur l'environnement de bureau GNOME, ce qui n'est pas pour me déplaire puisqu'il s'agit de mon bureau préféré. Ça vient aussi pour l'essentiel avec la suite logicielle de GNOME, ce qui garantit donc la présence d'applications super faciles à prendre en main. Toutefois, Ubuntu propose sa propre façon d'utiliser GNOME, une façon qui est plus proche de l'ergonomie de macOS au final. En effet, entre le fait que l'ordinateur démarre dans un bureau virtuel et non dans le menu des bureaux et la présence du dock, on est assez vite encouragé à n'utiliser qu'un seul bureau depuis lequel on va ouvrir toutes ces applications. Le dock sur le côté permet de switcher assez facilement d'une application à l'autre, et le bureau en bas permet d'accéder directement à la liste des applications, ce qu'on peut aussi faire en appuyant sur la touche de démarrage du clavier. Par ailleurs, si vous avez plusieurs fenêtres de la même application ouvertes en même temps, elles vont apparaître sous la forme de deux petits points. Si vous cliquez sur l'icône une première fois, la première fenêtre s'ouvre, et si vous double-cliquez, vous pourrez choisir entre les deux fenêtres. Vous obtenez le même résultat en faisant clic droit puis toutes les fenêtres, et vous pouvez bien sûr fermer votre fenêtre depuis ce menu. Il est évidemment possible de fractionner l'écran, bref, c'est une utilisation très simple et commune d'un ordinateur, qui s'éloigne pas mal de l'ergonomie classique de GNOME, mais qui est assez simple à comprendre. L'avantage aussi pour un utilisateur débutant, c'est que c'est une ergonomie plus proche de ce qu'il a pu connaître sur Windows et sur Mac, ce qui fait que la plupart des réflexes que vous avez acquis en naviguant sur ces deux-là n'auront pas besoin de changer une fois sur Ubuntu. Ça se navigue peu ou prou de la même manière, mais avec ce soupçon d'originalité et de différence qui le rend, je trouve, agréable à découvrir. Ubuntu est livré de base avec une petite suite logicielle. Il y a quelques jeux, la suite bureautique LibreOffice, le navigateur internet Mozilla Firefox, le client mail Thunderbird, et les différentes applications système qui, on l'a vu, sont celles de GNOME. Vous avez aussi un client WebTorrent, si vous téléchargez des torrents en toute légalité bien sûr, transmission. Tous les logiciels de base que j'ai pu tester ont fonctionné nickel dès le départ, aucun bug, rien à configurer soi-même, et dans le même temps, Ubuntu offre une certaine flexibilité avec la possibilité de changer la disposition du dock, les couleurs de l'interface, ou encore de passer du mode clair au mode sombre. Une fois bien installé, vous pouvez passer au téléchargement de vos différents logiciels. Pour ce faire, Ubuntu met à votre disposition Ubuntu Software. Vous pouvez y retrouver une Logitech très large, quoiqu'elle n'est pas aussi large que celle de Linux Mint. Bon, même si c'est quelque chose qu'un utilisateur occasionnel ne verra pas du tout, Ubuntu permet de télécharger les applications sous deux formats différents. Le premier est le format DEB classique, entièrement libre, réputé plus stable, mais en revanche, les applications DEB ne reçoivent que des correctifs de sécurité et ne sont mises à jour qu'avec la mise à niveau du système, c'est-à-dire pour le grand public une fois tous les 2 ans. Si vous aimez avoir les dernières versions où une bonne partie des applications sont aussi téléchargeables au format Snap, qu'Ubuntu met beaucoup en avant ces derniers temps, même s'il est un peu moins stable, avec lui les applications sont mises à jour beaucoup plus régulièrement, ce qui peut en arranger certains. Tout ça permet à Ubuntu d'avoir une Logitech très complète avec un large éventail de logiciels. Autre gros avantage d'Ubuntu, elle possède une énorme documentation, entièrement traduite en français et trouvable gratuitement en ligne, ainsi qu'un forum d'aide très peuplé et, de fait, ultra réactif. J'en avais déjà parlé il y a 2 ans quand j'ai lancé cette chaîne, mais si vous rencontrez un souci avec Ubuntu, vous pouvez poster votre problème et avoir une réponse dans les quelques minutes qui suivent. Donc on résume, Ubuntu c'est un environnement de bureau qui offre une prise en main simple avec une apparence agréable, des applications de base efficaces et qui fonctionnent toutes sans bug, une Logitech très complète et énormément de ressources en ligne pour vous aider si vous rencontrez un problème. C'est probablement l'une des meilleures expériences, si ce n'est la meilleure, que vous pouvez trouver sur Linux si vous venez de Windows ou Mac, et que vous n'avez aucune connaissance. C'est normal, elle est dans le coin depuis 20 ans maintenant, et elle a été conçue pour le grand public, même si ce n'est plus la cible principale de l'entreprise qui la développe. Alors, où est le problème, vous me demanderez? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas recommander Ubuntu les yeux fermés? Ben, pour moi, ça tient à une raison, une simple raison, un truc que, en vrai, un utilisateur occasionnel ne remarquera jamais, ne saura même pas d'ailleurs, mais qui relève de la philosophie de ce type de logiciel.
pourquoi on vient sur Linux et surtout pourquoi on recommanderait Linux plutôt que Windows ou Mac au grand public? Pour moi, la réponse elle est double. D'une part, le logiciel libre et d'autre part, le respect de l'utilisateur. Les distributions Linux sont des logiciels libres dont le code est ouvert, ce qui permet à n'importe qui de savoir ce qu'il y a dedans et même de participer à son développement s'il en a les connaissances. Ça implique aussi que si le développeur fait la moindre bêtise avec le code de son logiciel, ben tout le monde le saura tout de suite, ce qui limite les risques de dérive. Par exemple, l'intégration de pisteurs qui permettrait de récolter des données personnelles sans consentement. Alors, niveau logiciel libre et respect de l'utilisateur, Ubuntu est à des années-lumière devant Mac et Windows. Mais est-ce qu'Ubuntu en offre pour autant la garantie sur le long terme? Bah sur ce point, c'est un peu moins sûr pour une raison toute bête, les snaps. Le format Snap, qui est mis en avant par Ubuntu pour télécharger les logiciels, il n'est que partiellement libre, et tout le back-end est propriétaire. Ça conduit à deux choses. La première, déjà, c'est qu'on ne peut pas auditer le code à tout moment, et donc que c'est plus opaque. La seconde, c'est que c'est Canonical qui contrôle la Logitech. Alors, tout ce que je vous dis, ça ne me poserait aucun souci si Ubuntu était financé, comme Mint2Solus, par les dons des utilisateurs. Or, ceux qui financent Ubuntu aujourd'hui, ce sont les entreprises, et notamment les géants de la tech, comme Microsoft, Amazon et Google. Alors oui, le modèle économique d'Ubuntu ne repose pas sur le profilage de ses utilisateurs. Mais pour une boîte qui a galéré de longue date à trouver un modèle économique viable, et qui compte les GAFAM parmi ses clients, quelle garantie sur le long terme m'offre Canonical qu'Ubuntu sera toujours un système grand public et respectueux de ses utilisateurs dans 10 ans? J'ai du mal à voir. Alors du coup, est-ce qu'Ubuntu est une alternative viable à Windows et à Mac pour le grand public? Oui, dans l'ensemble, j'ai même pas trop de doute là-dessus. En revanche, est-ce que je recommanderais Ubuntu pour une utilisation par le grand public? À court terme, oui, aucun souci, mais sur le long terme, j'ai plus de mal. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!